Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous pour ces nouveaux rendez-vous de Rachi. Alors pendant cette période difficile de confinement, la direction de la vie associative et culturelle du Fonds social juif unifié souhaite rester près de vous et vous propose des débats, des rencontres, des dialogues en ligne et en direct en partenariat avec RCJ autour de sujets culturels et qui font l'actu. Alors ce soir, tout au long du débat, vous aurez la possibilité d'interagir avec nos invités en posant vos questions en direct sur vos écrans. Les questions seront citées en fin de débat et nos intervenants y répondront. Vous avez également la possibilité de vous procurer les livres de nos invités dont il sera question ce soir en allant dans l'onglet blog de votre écran. Les liens vous renvoient sur le site lalibrairie.com, un collectif de libraires indépendants que nous sommes heureux de soutenir en cette période de crise. 50 ans après sa mort, son nom est partout. C'est une figure politique dont l'empreinte dépasse tous les clivages. Comment expliquer la fascination que le général de Gaulle exerce encore aujourd'hui en France? Que dit cette fascination de l'État, de la société française? Quel lien le général de Gaulle entretenait-il avec la communauté juive de France et avec Israël? Le mythe de Gaulle, c'est le thème du débat de ce soir. Pour en parler, d'éminents invités et un journaliste, Rudy Saada, à qui je laisse la parole. Merci Rudy. Merci Fabienne Cohen-Salmon, en effet. Donc nous démarrons une heure de réflexion et de débat et donc de questions que vous allez pouvoir poser à nos invités pour comprendre la force du lien qui existe encore, bien évidemment, entre les Français et le général de Gaulle, mais aussi rentrer dans les détails de la relation entre le général et la communauté juive de France et Israël aussi. Une relation intéressante, une relation complexe qui est parfois très très loin de cette phrase prononcée en novembre 67. On évoquera aussi les relations entre De Gaulle et Ben Gurion, des parcours assez finalement proches en tout cas. Pour en parler, donc nous avons réuni deux plateaux d'experts. Crise du coronavirus oblige et mesures sanitaires oblige. Dans un premier temps, nous avons le plaisir d'accueillir Frédérique Naud-Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historienne, une des plus grandes spécialistes de Gaulle, anciennement chargée notamment de recherche à la Fondation de Gaulle, conservatrice de la boisserie donc à Colombey. À l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition, vous publiez avec Stéphane Houy La France pleure de Gaulle, lettre de condoléances après la mort du général. Voilà, c'est aux éditions La Nuit est bleue. C'est un très bel ouvrage qui regroupe des lettres de condoléances des Français qui ont été adressées donc à Yvonne de Gaulle après la mort du général. Avec nous également Henri Guénaud, ancien commissaire général au plan, conseiller de Nicolas Sarkozy. Alors vous publiez De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. C'est aux éditions du Rocher. C'est un essai politique où vous décrivez finalement le vide politique que le général a laissé ce 9 novembre 1970, le jour de sa disparition. Et puis vous le dites, Henri Guénaud, aujourd'hui, tout parti politique se réclame de De Gaulle. Qu'est-ce qui le rend aussi incontournable 50 ans après sa disparition ? Le fait qu'il soit plus là. Enfin, vous savez, Georges Pompidou, annonçant la mort de Gaulle aux Français, leur dit le général de Gaulle est mort, la France est veuve. Et ça fait 50 ans que ce veuvage dure, et je crois qu'il commence à beaucoup peser aux Français. Voilà. C'est tout simple. C'est tout ce qu'il a incarné, tout ce qu'a incarné De Gaulle. Je ne parle pas d'une doctrine ou d'un catéchisme du gaullisme qui n'a jamais existé, dont le général de Gaulle n'a jamais voulu, mais ce qu'il a incarné dans l'histoire, qui est d'ailleurs au fond l'incarnation d'un très vieux courant dans la politique et dans l'histoire de France depuis très longtemps, dont il est continuateur, a disparu de la politique française et qu'aujourd'hui, face aux crises, à ces moments tragiques qui sont indissociables de ce qu'a été le gaullisme, comme de ce qu'a été peut-être le bonapartisme auparavant, ou indissociables de tout ce courant qui a cherché à forger et à maintenir la France envers et contre tout dans une histoire dont ils étaient tous conscients qu'elle avait une dimension tragique. Ce courant n'existe plus à un moment qui redevient tragique. On redécouvre la tragédie, puisqu'on avait oublié depuis l'effondrement, vous savez, l'effondrement du mur de Berlin. Tout le monde avait
avait expliqué que l'histoire était finie, qu'elle était plus tragique, que la démocratie et le marché allaient désormais régler la vie de l'humanité. Nous découvrons que ça n'est pas vrai. Et le retour des crises, le retour de tout ce qui ne pouvait soi-disant plus nous arriver, nous fait redécouvrir que les vertus qu'a incarné le général de Gaulle nous manquent aujourd'hui profondément. Voilà, c'est comme les politiciens cherchent toujours à savoir non pas ce qui est bien pour le pays, mais ce que pensent les gens et ce qu'ils ont envie d'entendre. Eh bien, les politiciens qui disaient jusqu'à présent que tout ce qu'avait fait le général de Gaulle était ringard, démodé, qui ont passé leur temps à le démolir depuis 50 ans, redécouvrent que c'est une référence qui peut, au fond, leur servir parce qu'elle rencontre un écho dans la conscience collective ou l'inconscient collectif. Qu'est-ce que le mythe de Gaulle en 2020 ? Le mythe de Gaulle, c'est avant tout le mythe que le général de Gaulle a réussi de son vivant à porter, à faire naître, et cela très tôt dans son histoire, puisque c'est un jeune homme qui est habité par un rêve, et ce qui est fascinant dans sa destinée, c'est sa capacité à faire valoir ce rêve pour l'ensemble de la nation. Et je crois que ce que les Français regrettent avec la disparition de Gaulle, comme vient de le dire Henri Guénaud, c'est la disparition d'un rêve. C'est le rêve d'une France forte. C'est le rêve d'une France qui a su à un moment donné s'élever dans l'histoire et dire non. C'est donc cette vision, ce mythe d'une France honorable que De Gaulle a fait valoir à la Libération, alors que par la suite, les historiens ont légèrement nuancé cette présentation. Mais malgré tout... C'est un grand débat. C'est un grand débat. Mais malgré tout, De Gaulle a réussi à rendre leur fierté aux Français en 1944. Ça, c'est fondamental. Et puis, il incarne cette France forte par son président. N'oublions pas que nous sommes un vieux pays avec une longue histoire. De Gaulle le savait très bien, avec une histoire où la monarchie a joué un rôle important. Et De Gaulle a réussi cette espèce de miracle constitutionnel avec la Ve République, de faire exister une monarchie républicaine et de l'incarner. Il est la France de la grandeur, des 30 Glorieuses. Il est celui qui a pu faire croire encore pour quelques décennies aux Français qu'ils étaient un grand pays. Et c'est tout ça aujourd'hui qui, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, rend les Français nostalgiques. Donc vous rejoignez totalement Henri Guénaud là-dessus. Totalement. Je peux rajouter quelque chose. D'abord, c'est vrai, ce qui est peut-être de plus important, c'est qu'il a rendu à la France la fierté qu'elle avait perdue, ou plutôt aux Français la fierté de la France. Ça, c'est très important. Je rajouterai sur l'histoire du rêve. Et ça vaut d'ailleurs pour De Gaulle comme pour Napoléon, par exemple. C'est que De Gaulle fait rêver les Français, mais il ne rêve pas la France, il l'a fait. C'est-à-dire que il se contente pas c'est pas un romantique, hein, c'est pas un personnage romantique. Il se contente pas de faire rêver les gens. Il essaye de faire tous les jours la France dont il rêve et à laquelle il fait rêver les Français. Alors Frédéric Naudufour, vous avez dans votre livre exploré en profondeur, à travers donc ses lettres, ses poèmes, mais aussi ses dessins d'enfants envoyés à Yvonne de Gaulle, donc après la disparition du général, ce lien très fort avec que le général entretenait avec les Français. On se souvient des mots de Georges Pompidou. Vous l'avez rappelé, la France est veuve, et dans votre livre il y a cette lettre de Véronique, 20 ans, qui dit « La France est veuve et moi je suis orpheline. Pourquoi êtes-vous parti, notre plus grand homme ?» Comment expliquer ce lien incroyable dans les deux sens aussi, parce que De Gaulle ne faisait rien sans avoir les Français derrière lui. Oui, je crois que c'est un lien qui a deux côtés. Et tous les Français qui écrivent ces lettres, pour la plupart d'entre eux, se disent orphelins. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que orphelin, c'est quand même un mot très fort. Beaucoup comparent la mort de Gaulle avec la mort de leur père quelques années avant, ou de leur grand-père. Et finalement, je crois qu'il y a en eux la conscience de perdre un personnage historique, d'une part. Ça revient dans énormément de ces lettres de condoléances, le libérateur, l'appel du 18 juin, celui qui a sauvé le pays. Mais surtout, et là vraiment je note une différence fondamentale avec la société d'aujourd'hui, les Français sont de toutes les conditions sociales, ceux qui écrivent à Yvonne de Gaulle, et surtout des gens extrêmement humbles. Il y a des lettres qui sont à peine écrites, les gens sont presque analphabètes, mais ils veulent écrire à Yvonne de Gaulle. Et ce qu'ils écrivent, et qui me frappe, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce grand personnage qui incarne l'histoire, qui incarne une certaine forme d'élite, alors qu'eux-mêmes se présentent comme des gens extrêmement modestes. Et beaucoup de gens dans ces lettres disent ils savaient ce que c'était les gens humbles, ils savaient ce que c'était les gens modestes, et donc on n'avait pas cette rupture qu'on constate aujourd'hui et qui nous affole entre la population qui se sent reléguée et une élite qui a perdu un petit peu le sens des réalités de cette population.
C'est très intéressant cette remarque sur le rapport de Gaulle avec les Français les plus humbles. Cette espèce de proximité qu'avait réussi à établir le plus monarchique de nos président de la République depuis que la République existe, celui qui est le plus souverain, celui qui maintient une distance entre le sommet du pouvoir et le peuple français. Il n'est jamais dans la familiarité. Et pourtant, les Français le ressentent pour beaucoup comme proche. Il suffit d'ailleurs de le voir prendre des bains de foule. C'est très intéressant. Personne ne veut lui taper sur l'épaule, mais tout le monde veut lui serrer la main. Et les gens l'entourent. Il y a bien sûr des gens qui le haïssent, qui le détestent. Mais quand on regarde la situation actuelle et les commentaires qu'on en fait, on dit souvent quand le pouvoir est trop lointain, trop monarchique. Hein, on dit, mais De Gaulle était plus monarchique que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Et pourtant, les Français se reconnaissaient en lui et le trouvaient très proche de leurs préoccupations. Comme quoi, c'est pas la monarchie républicaine qui éloigne les gouvernants du peuple, c'est leur façon d'exercer le pouvoir qui les éloigne du peuple. C'est leur incompréhension de ce qu'est la monarchie républicaine. La France, vous savez, c'est un vieux pays monarchique. On peut critiquer sans arrêt la monarchie. Et ça, De Gaulle l'avait compris. Mais il l'avait compris. Vous disiez tout à l'heure, c'est l'histoire de France. Elle s'est faite par la monarchie, par les Capétiens. C'est le projet capétien constant pendant des siècles qui a construit la France. Bon. Et d'ailleurs, ça a un lien très étroit avec la place qu'occupe le principe d'égalité dans notre imaginaire collectif. Pourquoi ? Parce que il fallait que le roi soit tout puissant pour que le plus humble de ses sujets et le plus important de ses sujets soit à égalité devant lui. Voilà, c'est vieux comme la France. Et De Gaulle a parfaitement compris que il fallait refaire une synthèse de l'histoire de France que Napoléon lui-même avait fait après la Révolution. D'où cette idée de monarchie républicaine. Encore une fois, simplement pour être un monarque républicain à la hauteur de ses institutions, il faut avoir compris ce qu'était la monarchie républicaine, ce qu'était la France. Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait une vision aristocratique de la société. Je prends cet exemple-là. L'Angleterre est un vieux pays aristocratique. La France, pas du tout. Et il sait, quand il a essayé de créer de la proximité artificiellement, en allant dîner chez les gens, en recevant les éboueurs, prendre le café, il n'a pas du tout créé cette proximité et il n'a jamais compris pourquoi. Et en réalité, il est apparu comme le seigneur qui va voir ses vilains. Ça gênait tout le monde. De Gaulle n'a jamais fait ça, et pourtant. Ajoutons effectivement qu'il a toute cette conscience, c'est un historien dans l'âme, fils d'un professeur d'histoire, il a toute cette connaissance de la monarchie, mais la particularité de Gaulle, c'est bien de concevoir la France comme une synthèse, c'est-à-dire qu'elle est à la fois l'héritière de notre monarchie et l'héritière de la Révolution et de la République. Et de Gaulle est un républicain avant tout, hein. Il faut cesser de dire qu'il est monarchiste, il faut cesser de dire de la même façon, il faut cesser de dire qu'il est antisémite, ce sont deux idées préconçues qu'on a sur lui, et justement, je pense, pour en revenir à ce sujet de l'antisémitisme et du rapport de Gaulle aux Juifs, que c'est par le biais de la République qu'il a cette proximité initiale et durable pendant toute sa vie avec la communauté juive. Alors on y vient justement tout de suite. Hein, je rappelle quand même que vous pouvez donc poser vos questions par écrit. On va y répondre dans quelques minutes, mais avant donc on rentre dans le cœur de cette rencontre en évoquant donc le lien entre le général de Gaulle et les Juifs. Alors il y a bien sûr cette phrase de 67. On va en parler. La politique pro-arabe aussi, on va en parler. Mais avant, il y a juin 40 avec cette phrase. Alors qui n'a pas été confirmée. En tout cas, on lui prête cette phrase à Londres. J'attendais l'église, j'ai eu la synagogue, puisque de nombreux compagnons de la Libération, en tout cas de nombreux résistants des premières heures, étaient juifs. Oui, alors il a eu aussi des chrétiens, des catholiques, des protestants, etc. Mais il y a eu beaucoup de juifs et dès le départ. Hein, c'est d'ailleurs des gens qui sont des familles juives, des grandes familles juives qui sont restées gaullistes, qui le sont encore. On a eu des compagnons de la libération juifs, et je crois que cette idée de l'antisémitisme est une idée totalement
totalement fausse. Enfin, il y a pas. Il vient d'ailleurs d'une famille qui a été dreyfusarde et pas anti-dreyfusarde. Il correspond pas du tout à l'image qu'on a pu s'en faire d'un militant de l'Action française imprégné de l'antisémitisme maurassien. Ce qui était typique du milieu dans lequel il vivait. Voilà, Donc il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Même de l'époque, enfin, qui a été quand même très, très marqué par l'antisémitisme. Il se situe pas du tout dans cette... et là, il est imprégné, par exemple, de Péguy, qui sera un Dreyfusard très, très militant. Enfin, je crois qu'on a bâti une légende noire sur la personnalité du général de Gaulle. Mais si tous les gens de son milieu, de son origine, de sa formation avaient été aussi peu antisémites que lui, le XXe siècle français en eût été changé. Alors, oui. Oui, on peut dire peut-être que le nazisme a créé entre De Gaulle et les Juifs un espèce de combat commun et tous deux se reconnaissaient dans cette bataille-là. Et effectivement, on a de grands noms parmi les résistants. On peut citer René Cassin, qui est quand même la personne qui a rédigé les statuts de la France libre. On peut citer l'aviateur Max Gage. On peut citer Romain Gary. Toutes ces personnes sont compagnons de la Libération. Donc, on a là un ensemble très solide à ses côtés, parce que De Gaulle s'exclut lui-même de la communauté nationale. Il s'exclut de l'armée en faisant ce qu'il fait. Et les Juifs sont peut-être les premiers, par leur sens de l'histoire, parce qu'ils ont subi au fil des siècles, à avoir aussi ce réflexe de l'exil et de tant pis et de tout laisser pour continuer un combat. Et finalement, ça vaudra même à De Gaulle d'être victime, lui aussi, de la propagande antisémite du régime de Vichy, puisqu'on a de très nombreuses affiches où il est présenté comme le chef de la juiverie internationale. Alors, il y a quand même cette conférence de presse de novembre 67, on réécoute cette fameuse phrase. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même, et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Alors voilà, à l'époque, tollé général, Hubert Beuve-Méry dans Le Monde évoque des relents d'antisémitisme. Jean Daniel, dans le Nouvel Obs, dit que le fantôme de Maurras est en train de hanter De Gaulle. Jean-Jacques Servan-Schreiber dans l'Express se demande jusqu'où poussera-t-il l'outrance et la démesure. C'est un tollé en France, un tollé en Israël, donc en cette année 67, mais de nombreux spécialistes du général expliquent que, évidemment, il y a la politique pro-arabe, il y a un virage à ce moment-là, mais que ces mots d'un peuple sûr de lui et dominateur, eh bien, dans la bouche du général, c'est plutôt un compliment. Ça commence d'ailleurs par peuple d'élite. Oui, peuple d'élite. Et que ça peut pas être mal pris si on connaît bien le général. Moi, je suis assez d'accord avec cette interprétation. D'abord, tous ceux que vous citez là, qui ont hurlé, en tout cas dans votre liste, étaient tous des antigaullistes viscéraux. Il faut quand même s'en rappeler. Ils n'ont pas attendu ce jour-là pour devenir antigaullistes. Bon. Beuve-Méry, qui dirigeait à l'époque le journal Le Monde, était un adversaire. Alors c'est De Gaulle qui avait créé, qui avait reçu Beuve-Méry et qui avait créé, au moment du gouvernement provisoire à la Libération, qui avait créé Le Monde sur les vestiges d'un journal de droite de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Le Temps.
Bon. Et Boeuf-Berry n'a cessé d'attaquer le général de Gaulle, qui avait d'ailleurs surnommé le monde l'immonde. Vous vous souvenez? Donc c'est pas, voilà, il y a pas de surprise dans ces voix qui s'élèvent. Mais moi, je suis assez convaincu par cette thèse, c'est que il faut se replacer à la fois dans le vocabulaire et l'esprit du l'état d'esprit du général de Gaulle pour comprendre que cette phrase n'est pas une phrase péjorative. Elle reflète même au fond une profonde admiration pour les vertus du peuple juif. Je crois simplement qu'il y a eu à l'époque une blessure peut-être d'orgueil ou d'amour propre, parce que voilà, il avait clairement dit que la France ne soutiendrait pas celui qui serait l'agresseur. Bon, on peut comprendre les raisons pour lesquelles Israël a préféré attaquer qu'être attaqué, mais il y a eu chez De Gaulle presque un amour déçu. Sans vouloir pas faire aussi qu'on ne l'écoute pas. Il n'aimait pas qu'on n'écoute pas ses conseils. Voilà, mais je crois que il n'y a rien dans la pensée gaulliste depuis les origines jusqu'à ce moment-là, et y compris à ce moment-là, de péjoratif. Il peut y avoir une colère, il peut y avoir un désaveu, mais il n'y a rien de péjoratif. Le général de Gaulle avait une très grande admiration pour le peuple juif. Et parlons de refaire encore le parallèle avec Napoléon, mais Napoléon organise ce qu'on appelle la communauté juive, même si moi le mot communauté me dérange toujours un peu, mais on voit bien que il y a un rapport d'admiration, de respect, et puis il y a des moments politiques où le général dit son courroux devant la situation et la politique d'Israël. Mais après tout, on peut, je sais bien que ce que je vais dire n'est pas à la mode, mais peut-être politiquement correct, mais on peut de temps en temps à la fois admirer le peuple juif, respecter le peuple juif sans la moindre trace d'antisémitisme, et puis être en désaccord avec la politique d'Israël. Voilà, il a jamais remis en cause le fait que la création de l'État d'Israël, ni le fait qu'Israël se défende et cherche à survivre par tous les moyens. Jamais. Frédéric Dufour. Il n'y a pas d'antisionisme non plus chez De Gaulle. Oui, c'est tout à fait vrai. Il a soutenu la création de l'État d'Israël. Il a été un grand admirateur de Ben Gourion, qui le lui rendait bien. Il y avait une relation très forte entre ces deux hommes d'État. Alors Ben Gourion lui a écrit suite à du fond de sa retraite. Exactement. Et je voulais dire que je rejoins en partie ce que vient de dire Henri Guénaud, c'est-à-dire que De Gaulle n'est pas antisémite et il n'aurait jamais prononcé ce peuple d'élite sûr de lui et dominateur s'il l'avait été. Parce qu'il ne pouvait pas penser que ça choquerait. Mais en revanche, je pense qu'il est allé un petit peu loin et il s'est un petit peu emporté quand même avec le mot dominateur. Et je pense qu'il était dans une série, De Gaulle, parce qu'on est en 67. Il faut bien penser qu'en 66, il est sorti de l'OTAN. Il a fait déjà des discours assez intéressants en Union soviétique. Il va bientôt faire le discours de Phnom Penh. Donc il est dans une lancée internationale où il cherche à marquer la voix originale de la France. Et là, peut-être qu'il est allé un petit peu fort. Alors, ce qui m'étonne plus, c'est qu'il n'ait pas deviné que ça allait provoquer une réaction est une chose, parce qu'il est angélique, il n'est pas antisémite. Mais en revanche, quand il a toute cette réaction de la communauté juive, la lettre que lui écrit Ben Gourion, qui lui dit qu'il a trouvé ses propos surprenants, durs et blessants, la rencontre qu'il a peu après, le communiqué du grand rabbin de France, Kaplan, qui lui dit sa profonde émotion, qui lui dit qu'il risque d'apporter la plus haute des cautions à des campagnes de discrimination. Donc il a quand même deux personnalités très fortes qui lui disent leur malaise. Et là, il campe sur ses positions. Alors, c'est sans doute très gaullien. Peut-être qu'il ne veut pas perdre l'honneur là, mais il campe sur ses positions en tenant la démonstration que c'est pour lui un compliment dans sa bouche envers le peuple d'Israël. Il dit dans ses mémoires, j'aurais dû même en cet instant garder la tête froide, je suis émotif et passionné de nature. Voilà comment il s'excuse de ses phrases. On va maintenant prendre vos questions qui sont arrivées via Fabienne. Alors Fabienne, vous allez prendre le micro, c'est bien ça, et on va donc répondre à la première question. Peut-être mettez vos casques pour bien entendre Fabienne. Et alors, plusieurs questions. Une question de Jacques, d'abord, qui demande quelles sont les raisons pour lesquelles le général a attendu 1 an après le débarquement américain en Algérie pour rendre aux Juifs d'Algérie la nationalité française que Pétain leur avait retirée. Et il précise que les Juifs d'Algérie avaient participé à l'opération Torche. Et c'est une question pour nos deux invités.
que effectivement cette nationalité française des Juifs d'Algérie avait été accordée en 1870 avec les débuts de la Troisième République par le décret Crémieux, et que ce décret Crémieux a été en effet abrogé par le régime de Vichy, et ensuite de nouveau cette abrogation a été confirmée par le général Giraud au moment où il occupait le poste de chef de la France en Afrique du Nord, si l'on peut dire. Et effectivement, le Comité français de la libération nationale le rétablit en octobre 1943. Moi, je voudrais dire quand même, ayons pitié des hommes, des dirigeants. De Gaulle remet les pieds en Algérie en juin 1943. Il a les Américains qui lui cassent les pieds, qui lui mettent Giraud dans les jambes, qui essayent de l'empêcher de prendre le pouvoir. Il faut qu'ils mettent en place une constituante, il faut qu'ils mettent en place une armée de libération. Et malgré tout, il rétablit ce décret en octobre. Moi, je considère, alors peut-être qu'il aurait pu le faire dès qu'il arrive en juin, mais je ne considère pas malgré tout qu'il a péché. Je pense que tout a été dit et bien dit. Voilà, alors, je suis on peut entièrement passer d'accord à la prochaine avec question. cet exposé. Alors, une autre question également adressée à nos deux invités. Est-ce que l'éducation catholique de Gaulle a influencé sa politique envers Israël, selon vous ? Je pense qu'elle son éducation catholique a influencé De Gaulle pas tant dans sa politique envers Israël que dans sa personnalité et dans sa vision du monde. Et donc, partant de là, sa politique avec Israël. Je crois que ça lui donne un très grand point commun avec le peuple d'Israël, qui est cette culture du livre, cette culture du texte saint, cette culture de la prière, de la réflexion. C'est un homme extrêmement intérieur. Et je pense que donc ça l'a vraiment sollicité. Ajoutons que lorsqu'il est en poste au Liban de 1929 à 1932, il effectue de son propre chef avec son épouse un voyage en Terre Sainte. Donc il y a aussi ce lien de la terre commune aux grandes religions qui est importante pour lui. Je ne sais pas, peut-être qu'Henri Guénaud a des choses à ajouter sur ce sujet. Non, je crois d'abord il partage avec le peuple juif la même idée de la transcendance. La transcendance, c'est pas quelque chose qui est unanimement partagé. Enfin, donc il y a une idée de la transcendance. Il y a le sentiment aussi de cette origine commune, qui est le judéo-christianisme. Il est évidemment catholique, puisque c'est son éducation qui l'a façonné ainsi, mais il est avant tout judéo-chrétien, et il sera judéo-chrétien au fond, dans toute sa politique. De Gaulle mènera toujours une politique à dimension civilisationnelle. La civilisation, c'est une des clés de compréhension de sa politique. Et donc il y a de ce point de vue une complicité intellectuelle, spirituelle avec le peuple juif, au-delà même des vertus particulières qu'on peut reconnaître aux juifs et qui sont très proches des vertus qu'il encense. Vous savez, je me souviens d'un mot de Malraux à propos des intellectuels juifs, et il disait à propos du grand anthropologue Lévi-Strauss, il disait: c'est le type même de l'intellectuel juif, du grand intellectuel juif. Et certains se sont offusqués de cette remarque qui n'avait rien d'antisémite. Au contraire, c'était Malraux par là disait toute l'admiration qu'il pouvait avoir pour cette catégorie de personnages qui sont les grands intellectuels. Et je crois que De Gaulle était exactement dans le même état d'esprit, et le fait que les Juifs attachent aussi une telle importance à leur croyance, à leur foi, à leur religion, était pour lui quelque chose de tout à fait essentiel. Je crois qu'il comprenait mieux les gens qui étaient croyants que ceux qui ne les comprenaient, que ceux qui n'étaient pas croyants, même s'il a eu des amis qui étaient
parfois complètement agnostique. Mais si vous prenez Malraux, n'était pas ni catholique ni juif, mais en fait, il était très déiste, très spiritualiste. Enfin, voilà. Et donc, voilà, je crois que ça crée une communauté de pensée et de compréhension qui était très profonde. Voilà. Une autre question, Fabienne. Alors oui, c'est Lucie qui ne comprend pas la position de De Gaulle en 1967 et qui demande pourquoi a-t-il décidé l'embargo. Qui veut y répondre? C'est assez simple. Non seulement on n'avait pas, enfin, il avait prévenu. Je veux dire que son idée, c'est que il était contre la guerre dans cette région, et il avait prévenu que celui qui attaquerait l'autre se verrait, verrait la France lui prodiguer des sanctions. Voilà, c'était une position. Est-ce qu'il n'y avait pas un calcul aussi dans cette atmosphère post-coloniale de changer aussi de politique pour la France à ce moment-là? C'est sûr que ça s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire que jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, en gros, il y a quand même un comportement d'allié entre la France et Israël, y compris sur le plan très important militaire et stratégique. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlerait sans doute. Mais il faut bien dire que De Gaulle va infléchir cette politique bien avant 1967 et même déjà avant l'indépendance algérienne, puisqu'en 61, il demande à ce qu'on arrête l'aide au programme nucléaire israélien, alors pas totalement, mais en partie. Et après 1962, donc l'indépendance algérienne, où l'Israël était une alliée tacite contre l'Égypte notamment, qui soutenait le FLN. Et après le départ de Ben Gourion en 63, De Gaulle infléchit vraiment sa politique et va l'orienter d'une manière beaucoup plus pro-arabe. Donc je dirais que la décision qu'il prend en 67, certes, elle est provoquée par la guerre des 6 jours et la réaction de De Gaulle, mais on voit qu'elle est déjà en germe depuis plusieurs années. Est-ce que c'est un calcul ou c'est quelque chose qui s'est fait de manière purement idéologique? Est-ce que c'est un changement idéologique du général de Gaulle entre le général de Gaulle qui reçoit Ben Gurion en 60 et celui qui en 67 prononce ces mots? Je crois que l'idéologie n'est pas un terme qui s'applique très bien à De Gaulle, parce qu'il n'est pas l'auteur d'une idéologie ni d'une doctrine. C'est un homme qui pense la politique dans le courant des circonstances et qui réagit aux circonstances avec un corpus. Il ne réagit pas comme ça, comme un espèce de fétu de paille sur l'eau. Il a des convictions très profondes qu'il adapte aux circonstances. Et donc, il va de soi qu'il avait déjà prévu de construire une politique qui s'orientait de manière plus équilibrée, sans doute, vers le monde arabe, et que les circonstances l'amènent à durcir cette position. Oui, d'ailleurs, il s'inscrit dans un courant historique qui est très profond, qui veut que une bonne partie du destin de la France se joue en Méditerranée. Et en particulier parce que c'est un fait avec les peuples arabes. Enfin, je veux dire, c'est un peu le rêve oriental de la France, la mission africaine de la France, et on le trouvera encore chez Napoléon III, qui rêvera qu'on établisse un grand royaume arabe et que la France en soit le promoteur et l'émancipateur des peuples arabes. Donc c'est quelque chose qui là aussi, qui vient très loin dans l'histoire, avant même à une époque où ne se posait pas la question d'Israël. Et je pense que De Gaulle, dans cette affaire, c'est plus un rééquilibrage que un tournant complet. Sa politique vis-à-vis des peuples arabes, il y a eu la décolonisation, il y a eu le drame algérien, et il sait que le destin de la France se joue aussi avec les peuples arabes. Donc, au fond, ce qu'il reprochera sans doute à Israël à l'époque, c'est de venir perturber ce rééquilibrage et d'obliger la France à faire des choix qu'elle a pas envie de faire. Pour lui, Israël a le droit d'exister, mais si Israël perturbe cet équilibre géopolitique qu'il cherche, parce qu'encore une fois, il sait que le destin va se jouer dans cette partie du destin de la France et de l'Europe va se jouer dans cette partie du monde. Alors à tort ou à raison, mais il reproche ce qu'il va reprocher à Israël en 67, c'est de perturber cette vision géopolitique qui lui paraît absolument essentielle. Je crois qu'il y a
Voilà, il faut regarder les points de vue, le point de vue d'Israël qui veut survivre, qui est prêt à tout pour survivre, et le point de vue de Gaulle qui est toujours un point de vue certes mondial, géopolitique, universaliste, mais qui part de la France, qui part de ce qu'il pense être l'intérêt de la France. Voilà. Si l'intérêt de la France c'est de garder l'Algérie, on garde l'Algérie. Si l'intérêt de la France c'est d'abandonner l'Algérie, on abandonne l'Algérie. Si l'intérêt de la France c'est d'avoir des colonies, on a des colonies. Si c'est pas l'intérêt de la France, on les a pas. Si l'intérêt de la France c'est d'être dans les organes militaires intégrés de l'OTAN, ben on y est. Mais si c'est pas l'intérêt de la France, on reste dans l'alliance. Mais et puis voilà. Je crois que c'est vraiment, il faut prendre ça comme un calcul qui n'a rien d'idéologique, qui est une vision des intérêts géopolitiques vitaux de la France. Une dernière question. Alors, et ce sera une dernière question de Marie, qui demande, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir émerger un nouveau De Gaulle? Ah, ça, Marie, c'est là que... Marie, vous nous faites rêver. On aimerait beaucoup, mais malheureusement, moi, je pense que l'histoire ne repasse pas les plats. Que De Gaulle a fait son temps, qui nous lègue un héritage dont on doit s'inspirer. Et je trouverais beaucoup plus optimiste de penser que d'autres personnes dont on ignore peut-être le nom aujourd'hui émergeront et apporteront leur savoir-faire, leurs compétences, leur vision du monde en s'inspirant éventuellement de Gaulle. Mais je ne le vois pas ressuscité. D'ailleurs, je me demande bien quelle tête il ferait en atterrissant dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde sort masqué en ayant peur de son prochain, lui qui a vaincu et combattu tant de périls éminents. Oui, d'ailleurs, plus personne ne se souvient de la grippe, je ne sais plus si c'est la grippe asiatique ou celle de Hong Kong en 69, 68, 69, alors qu'il y a fait 30 000 morts en France. C'est façon de gérer les épidémies n'est pas la même aujourd'hui qu'à l'époque. Mais évidemment, un nouveau De Gaulle, ça n'a pas de sens. En revanche, ce qu'on peut espérer, c'est que des tréfonds du peuple français, les circonstances un jour feront émerger non pas un imitateur, non pas un nouveau De Gaulle qui ne ressuscitera pas plus que Napoléon n'a ressuscité, pas plus que Jeanne d'Arc n'a ressuscité, mais qui feront émerger un continuateur. De Gaulle a été le continuateur de Napoléon, de Jeanne d'Arc. Vous savez, Roosevelt, qui ne l'aimait pas beaucoup, disait il se prend pour Napoléon et pour Jeanne d'Arc. Mais il se prenait pas pour Napoléon ou pour Jeanne d'Arc. Il n'imitait pas Napoléon et Jeanne d'Arc. Il n'était pas la réincarnation de Napoléon et de Jeanne d'Arc. Il en était le continuateur, comme il était le continuateur de Richelieu, peut-être d'une certaine façon de Louis XIV. Bon. Donc, j'espère, oui, je crois que c'est possible, sinon ça voudrait dire que la France est vouée à disparaître, que des profondeurs du pays naîtront un jour un continuateur. Émergera et fera que la France, envers et contre tout, continuera d'exister. Voilà. Eh bien, on terminera donc sur ce souhait. Merci à tous les deux pour avoir pris le temps de venir donc dans les locaux de RCJ et du Fonds social juif unifié pour explorer donc ces aspects moins connus du général de Gaulle, d'avoir répondu aux questions. Alors, je rappelle, vous allez donc laisser la place à nos deux prochains invités. Pendant ce temps-là, je vais rappeler vos deux livres. Henri Guénaud, De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. C'est aux éditions du Rocher et ça développe tout ce qui vient d'être dit. Et puis la relation entre les Français, le peuple français et De Gaulle avec ses lettres. Il est très très joli, très agréable à parcourir. Donc ce livre que vous avez écrit avec Stéphane Louis, c'est À la nuée bleue, la France pleure De Gaulle, lettres de condoléances envoyées à la mort du général. Merci à tous les deux. On va maintenant accueillir nos prochains invités. Alors on change de plateau, comme on dit en radio ou en télé. Alors ça se voit un peu, mais on va donc accueillir nos deux prochains invités. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. Vous étiez sur ces chaises il y a quelques semaines avec moi pour présenter ce livre. Je l'avais dit, je l'ai beaucoup aimé, les adieux au général. Alors lui qui se concentre sur ce qui s'est passé entre le 9 et le 12 novembre 70, c'est-à-dire entre la mort du général et le jour de son enterrement. Vous décrivez autant la grande histoire, ce qui se passe à l'Élysée, ce qui se passe à Notre-Dame et puis ce qui se passe à Colombey.
Colombet dans l'intimité de la famille de Gaulle. Alors, je vous le disais, je vous ai donc reçu il y a 2 semaines, et puis Judith, vous me disiez à cette époque-là, enfin il y a donc 2 semaines, que parler du général, faire ce livre, ça a été compliqué. Vous avez eu des réactions de la part de la communauté qui étaient un petit peu épidermiques sur le fait d'avoir choisi ce sujet. Est-ce que vous le comprenez ? Alors, j'ai entendu tout à l'heure que De Gaulle n'était pas du tout antisémite, que cette phrase, il l'a dite parce que, en fait, c'était flatteur de son point de vue, et que finalement le mot dominateur, c'était un petit peu, on va dire, un glissement de langage, et qu'il ne s'est pas vu faire. Qu'on partage ou non cette opinion, ce n'est pas comme ça qu'une grande partie de la communauté juive l'a vécu. Et le vit encore. Et le vit encore, absolument. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et on en parlait justement de le livre, on en parle, François Heilbronn avait mis un post sur De Gaulle. Il a eu une centaine de commentaires justement sur cette question. Est-ce qu'il est antisémite? Est-ce qu'il n'est pas antisémite? Ça a recommencé là, d'ailleurs, parce qu'il nous a fait l'amitié de mettre un post très sympathique sur notre livre. Et donc, il y a dans la communauté cette idée que pas du tout. En fait, ça n'est pas un glissement de langage. C'est au contraire quelque chose qu'il habitait de manière plus ou moins latente et qui s'est révélé à ce moment-là. Donc, il n'avait rien contre les Juifs. Allez, disons cela comme ça peut-être. Mais en tout cas, c'était pas nécessairement l'ami des Juifs. Et surtout, je crois que il faut le voir à l'aune de la déception que cela a suscité en fait chez les uns et les autres à ce moment-là. On ne s'attendait pas à ça, pas de lui, pas celui qui avait libéré la France des nazis. Donc il y avait un ennemi objectif commun, et puis pas de quelqu'un qui avait soutenu la création d'Israël. Tout ça, et là la déception n'en a été que plus grande. Et tout d'un coup, c'est comme quand un ami dit un mot de travers et que tout d'un coup on lui dit ah mais alors en fait depuis tout ce temps-là, au fond. Pourtant, vous avez tous les deux été sur les traces du général. Quel est votre sentiment profond sur cette question de l'antisémitisme, de sa vision du peuple juif? Elle est, en tout cas, à l'opposé d'être dans la critique ou dans l'attaque. Autant cette phrase peut être considérée comme une faute quand on connaît l'histoire de l'antisémitisme, notamment du 19e siècle, et il la connaissait, donc il y avait peut-être une nonchalance au moment de la prononcer et une difficulté à reconnaître qu'elle pouvait raviver ou qu'elle pouvait servir ceux qui viennent puiser dans les mythes complotistes à l'égard des Juifs et qui en avaient été abreuvés dans les décennies précédentes, et d'ailleurs d'une manière assez tragique. Donc quelqu'un qui a le sens de l'histoire aurait pu au moins revenir sur cette phrase à un moment donné. Mais il n'empêche que, dans le sentiment le plus profond, son lien avec la communauté juive, si on peut dire la communauté, mais en tout cas avec les Juifs, avec cette identité-là, était assez forte. Et son combat contre l'antisémitisme n'est plus à démontrer, et a été extrêmement important dans l'histoire des Juifs de France, puisque c'est lui qui a quand même permis de supprimer les lois anti-juives de Vichy, et qui les a combattues, et que même au sein de la France libre, dès le 18 juin 40, dès le premier mois de cette épopée hyper centrale dans l'histoire de France et dans la fierté qu'elle a pu retrouver au sortir de la guerre, dès le premier mois, face aux antisémites présents à Londres d'extrême droite, il s'est opposé pour laisser des places de choix et des places méritées et légitimes à des personnalités juives comme René Cassin, dont nous parlions tout à l'heure et dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Donc, il y a cela, et j'aimerais rajouter une dernière chose qui me semble extrêmement importante dans le parcours du général de Gaulle, parce que s'il est devenu l'homme du 18 juin, c'est bien sûr grâce à lui, et parce qu'il a osé le dire à Londres sur les radios de la BBC, mais c'est aussi parce qu'il a été soutenu, épaulé par une personnalité édifiante, importante pour lui dans son parcours personnel, importante dans l'histoire de France, que Georges Mandel, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là, qui était l'homme attendu par Churchill à Londres, et qui n'y s'y est pas rendu pour plusieurs raisons. Et la première, c'est parce qu'il est juif. Et c'est ainsi qu'il l'a expliqué à De Gaulle, en disant son vrai nom était Rothschild. D'ailleurs, il a pris, pour avoir une carrière de journaliste sans être trop victime de l'antisémitisme,
il a pris le nom de Mandel. Et donc, à Bordeaux, quelques jours avant le départ de Gaulle à Londres, Churchill attendait Mandel. De Gaulle va le voir et lui demande s'il va y aller, qu'il était prêt à l'accompagner. Et Mandel répond « Non, je ne pars pas parce que je serai vécu comme un déserteur. Et puis, je raviverai l'antisémitisme parce qu'un juif qui part, c'est vécu comme justement un déserteur et un traître. » Donc, c'était face à cet imaginaire-là de l'antisémitisme et du juif traître qui fait que Mandel n'a pas voulu prendre cette place-là et que donc il a laissé quelque part la place dans l'avion au général de Gaulle. Et enfin, une dernière chose, c'est que le général de Gaulle lui-même aurait pu ne pas se retrouver dans cet avion en direction de Londres parce qu'il avait failli démissionner du sous-secrétariat dont il avait la charge quelques semaines avant, et c'est Mandel qui l'a convaincu de ne pas démissionner en lui disant « Un jour, vous aurez de hautes responsabilités, autant garder celles qui sont importantes aujourd'hui. » Judith Cohen-Solal, vous rejoignez votre co-auteur là-dessus ? Vous avez plus de nuances ? Alors, moi, je pourrais exprimer tout ce que, en effet, on dit, mais aussi ce qu'avait écrit Raymond Aron, qui était sur la question de justement le rapport peut-être ambivalent, et puis ça l'était avant. Alors, pas ambivalent, je vais dire qu'il y a une forme d'ambiguïté au moment où Israël n'écoute pas les conseils du général de Gaulle, qui déteste qu'on n'écoute pas ses conseils. Donc là, c'est d'ailleurs le mot dominateur. Ils veulent avoir raison. Ils veulent toujours avoir raison, malgré les conseils qu'on peut leur donner, bien que la réalité autour d'eux, ils devraient la voir comme moi je la vois, et c'est-à-dire s'en remettre à ma position. Or, Israël défie d'une certaine manière le général de Gaulle en faisant ce qu'il fait, en prenant la décision de cette guerre des 6 jours, etc. Et il y a chez le général de Gaulle une idée que, ils n'ont pas compris. Et puis, quand même, au-delà de ça, il y a quand même, on avait déjà cette petite discorde entre Ben Gurion et de Gaulle au sujet justement de l'État d'Israël, qu'il a en effet soutenu. Mais on peut se demander pourquoi de Gaulle s'obstine, si on comprend bien la lettre de Ben Gurion, puisque Ben Gurion lui envoie une lettre en lui disant « Dans vos mémoires que vous m'avez envoyées, il y a une erreur. Quelle est cette erreur ? Vous dites, vous me citez, vous dites que j'aurais dit Israël, que je veux le grand Israël en fait, que de toute manière nous avons comme objectif d'envahir les pays environnants, en tout cas de repousser nos frontières. Or, c'est faux. La phrase que vous écrivez dans votre livre n'est pas celle que j'ai dite. Moi, celle que j'ai dit, c'est peut-être que nous aurions voulu avoir des frontières plus élargies, mais aujourd'hui, nous nous contentons de ce que nous avons. Or, ça, pourquoi de Gaulle ne l'entend pas ? Il y a 2 reprises, il va répéter justement cette idée que les Israéliens, donc les Juifs, on parle des Juifs, à ce moment-là, veulent justement envahir quelques pays arabes, et que, d'une certaine manière, pour lui, on suppose, parce que c'est l'interprétation quand même, qu'au fond, cette guerre des 6 jours, pour lui, c'est la preuve, justement, qu'il avait raison, que Israël cherche à repousser ses frontières. Il l'entend comme ça, puisque lui, la position défensive d'Israël, il la voit pas de la même manière, il la perçoit pas comme la perçoivent les Israéliens, et dans tous les cas, ils sont souverains, c'est à eux de décider. Maintenant, évidemment, de Gaulle pense que lui, il a les meilleures idées. Il faut se rappeler que entre 14 et 40, il a écrit un bouquin pour expliquer, alors qu'il est lui un homme d'armée, combien les militaires ne comprennent rien. Il avait raison d'ailleurs. Qu'ils ont une mauvaise stratégie, que c'est pas ce qu'il faut faire, qu'il faut réarmer comme ça et comme ça la France. On ne l'écoute pas, son livre ne sera lu vraiment qu'après, d'ailleurs. Donc, lui, il est toujours à s'en prendre aux uns et aux autres, parce que il y a quand même quelque chose chez le général de Gaulle. Il n'aime pas qu'on soit pas d'accord avec lui. Vraiment pas. Ça, on l'a effectivement compris. Alors, vous avez fait donc ce parallèle et vous consacrez un chapitre entier à ces 2 immenses personnages du XXe siècle, c'est-à-dire un personnage qui faisait 1m52 et l'autre qui faisait 1m92, donc le général de Gaulle et David Ben Gurion dans l'ordre inverse. Alors, leur première rencontre a lieu en 1960 et vous développez dans votre livre un parallèle entre ces parcours et ces fins de vie aussi, et cette manière de s'être retiré
retirés, l'un à Sde-Boker, l'autre à Colombey, avec des obsèques qui se ressemblent, c'est-à-dire pas d'obsèques nationales, uniquement des anonymes, financés par les familles, et finalement 2 lieux qui sont devenus 2 lieux de pèlerinage, sorte de voilà, quand on va en Israël, effectivement, la tombe de Ben Gurion, on a l'impression d'être revenu à l'origine de l'État d'Israël. Et c'est un peu ça avec Colombey. Il y a, alors, Jonathan parlera peut-être plus de la question aussi de l'enterrement et des parallèles qu'il y a beaucoup autour de ça et peut-être d'autres choses. Mais il y a dans la personnalité de ces 2 hommes, quelque chose en effet de commun. Alors, il faisait 1m52 et à la fois, De Gaulle lui avait justement dit, Monsieur Ben Gurion, vous êtes un géant. Donc, pour lui, c'était un géant de l'histoire. Donc, il s'était on va dire, estimé. Oui, ça, on peut pas douter de l'estime qu'ils avaient l'un pour l'autre. Mais justement, ils avaient cette estime, sans doute, parce que ils s'étaient reconnus d'une certaine manière. Ils se sont, voilà, 2 personnages qui se sont battus à contre-courant de l'histoire à un moment donné, n'est-ce pas? Ils ont décidé que même s'il fallait combattre et de quelque manière que ce soit, ils allaient rendre un tout petit peuple et un tout petit pays. C'est un point commun avec Churchill aussi, hein, oui, alors, c'est vrai. Mais disons que Churchill n'avait pas, lui, il a pris cette décision pour son petit pays qui est bien sûr l'Angleterre. Mais ce qu'on voit chez les 2, c'est que à un moment donné, personne n'y croit. Autour d'eux, il faut aller à contre-courant, et ça, c'est vrai que les 2 le font. Ils ont et comment? Parce qu'ils ont une espèce de vocation, de mission qu'ils se sont trouvés l'un et l'autre, chacun pour sa propre histoire de famille aussi. De Gaulle parce que c'était inscrit, bon, il s'appelle De Gaulle déjà, alors bon, il a quelque chose, mais sa sœur raconte qu'à 15 ans, il avait déjà écrit qu'il serait président de la République, qu'il allait sauver la France. Lui, il pensait qu'il avait pour mission de sauver la France. Ben Gurion, lui, il a pour mission évidemment, on l'entend, il faut sauver le peuple juif. On est malgré tout après la Shoah, mais même avant, les pogroms, tout ce qui se passe, il faut sauver le peuple juif, il faut sauver la France et les Français, il faut qu'il y ait un pays. Donc cette idée de pays et de citoyens pour lesquels on a une mission de les sauver et de les faire exister, ça c'est quelque chose qui déjà au départ les fait se rejoindre. Et puis au fur et à mesure, il est vrai que du coup dans ce combat qu'ils ont chacun pour le bien national, enfin pour l'existence d'ailleurs de la nation, puisque De Gaulle pense que la France va se casser la gueule, il avait peut-être pas tort, hein, parce que si elle n'était pas aux mains si elle échappait aux mains des nazis, il y avait quand même un risque qu'elle arrive aux mains des Américains. Donc lui, il fallait qu'elle soit non seulement qu'elle existe, mais qu'elle soit souveraine, et ça c'était tellement important, ce qui était aussi le cas pour Ben Gurion. Et tous les 2 ont tellement cette idée comme ça de mission que finalement, ils vont avoir très très peu d'ambition. Alors ça paraît curieux le côté de dire ça, mais d'ambition pour eux-mêmes. J'entends ambition d'en faire quelque chose, de l'argent notamment. Or tous les 2 vraiment vont avoir en commun le fait qu'ils vont vouloir être dans une maison tout à fait modeste, très modeste, ne pas chercher à aller dans des questions, mais même pas sans arriver à la corruption. En tout cas, de faire une fortune avec leur position. Pas du tout. Ils sont là, c'est des combattants. Ça reste des combattants tous les 2. Et il est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe lorsqu'on se rend à Sde-Boker ou à Colombey et qu'on voit cet espace solitaire, exigu de l'un et de l'autre avec ces petits bureaux où il n'y a pas de place pour l'accueil. Il y a de la place pour le livre, par contre. Voilà, mais l'accueil, il y a des centaines de personnes chaque jour, mais ils n'ont pas pensé pour, ils n'ont pas peut-être même pas voulu que ça le devienne. Et donc il y a cet autre point commun. Il y a celui aussi, il y a cette comparaison qu'on s'autorise sur la manière dont ils sont prêts à remuer leur peuple, à l'invectiver, à le déranger, à aller à contre-courant de l'opinion générale, que ce soit par exemple sur un point exactement commun qui est celui de la réconciliation avec l'Allemagne, où l'un et l'autre se retrouvent à devoir affronter une opinion souvent qui a été opposée à cela et à mener ce combat-là jusqu'au bout parce que c'est celui qui leur semble juste. Il y a aussi un autre point commun, et je terminerai par celui-ci, qui d'ailleurs est l'objet du titre de notre chapitre, l'autre Jonas. Moi, il y avait une vraie passion pour les 2, pour les personnages bibliques, et particulièrement pour celui qui était
empreint des idées noires, qui étaient donc Genasse. Et l'un et l'autre, le général de Gaulle souvent disait que tout est fichu pour lui et qu'il était prêt à plein de moments très critiques, de crise, de renoncer à tout et notamment de renoncer au pouvoir. Et Ben Gurion lui-même était pris par des élans dépressifs. Et pour les vaincre, on lui avait même suggéré la pratique du poirier. Et donc il y avait ce point commun aussi où malgré la grande force qui les caractérise, ils pouvaient aussi se laisser saisir par leurs vieux démons. Alors, avant de passer aux questions de ceux qui nous suivent, vous pouvez évidemment nous envoyer encore vos questions. On va y répondre dans quelques secondes. En conclusion, comment vous jugez le lien, le rapport entre le général de Gaulle, les Juifs et Israël, parce que il y a eu aussi un peu de bienveillance avec ce jeune État dans les premières années de sa présidence. Oui, il y avait une bienveillance qui, malgré tout, s'est maintenue jusqu'au bout, puisque important de rappeler que dans la réponse à la lettre de Ben Gurion en 1967, le général de Gaulle, sur plusieurs paragraphes, revient sur la légitimité de l'existence de l'État d'Israël, revient sur l'histoire du peuple juif avec des mots très élogieux, très admiratifs, et avec aussi la volonté d'être du côté de ceux qui défendent la légitimité de l'existence de cet État. Donc il y a cette amitié-là qui pour lui n'a jamais été mise à mal de son point de vue et qu'il est venu rappeler en 1967 dans une position peut-être un peu de déni face à ce qu'on lui reprochait. Mais c'est vrai que dès le début, dès la fin des années 40, il a été un soutien de poids. Alors les questions, oui, pardon. Oui, on peut quand même dire, parce qu'il faut quand même, c'est vrai, le nuancer, que à partir de 67, et ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même aussi des amitiés qui se créent avec les pays arabes. Il y a aussi une politique quand même qui va dans le sens de soutenir aussi les pays arabes, et en tout cas c'est vécu de manière un peu antagoniste. Donc lui il ne veut pas que ça soit comme ça, mais dans tous les cas, lui il va avec les intérêts de la France et avec cette idée qu'il faut libérer les peuples. Moi je pense qu'il y a un lien aussi avec la question d'Algérie. On n'en parle jamais, mais au fond, l'indépendance des peuples, ok, Israël a eu son indépendance, le peuple juif, ok, mais alors il faut aussi que les autres... Et 67, c'est quand même il y a quand même un bouleversement de l'image d'Israël aussi. Et lui qui aime bien aider les peuples qui sont dans la difficulté à trouver leur indépendance, tout d'un coup, il y a une inversion de l'image. Et c'est Israël qui prend l'image de la force, parce qu'ils arrivent donc à vaincre quand même tous les pays qui autour. Il y a un soutien de la population française envers Israël à ce moment-là qui est énorme. Absolument, parce que c'est le petit pays qui est attaqué par ses en voisins. tout cas qui est menacé et par ses voisins, qui risque d'être bouffé. Bon, c'est la victime absolue. Et à partir de 67, il y a quand même un renversement dans l'image, et tout d'un coup, Israël apparaît comme une force militaire incroyable, puisque ils sont quand même arrivés à faire des exploits phénoménaux. Et là, il y a une inversion, et l'idée est que il faut aussi aider les autres qui seraient tout d'un coup beaucoup plus les victimes. On passe aux questions donc avec Fabienne qui a recueilli vos questions que vous avez pu nous poser sous ce débat et cette vidéo. Fabienne, on passe donc à la première question. Comment expliquer que De Gaulle ait choisi comme préfet de police Maurice Papon ? Alors, peut-être pas entendu parce que je vous ai pas dit de mettre les casques. Alors, comment expliquer que De Gaulle ait choisi comme préfet Papon, Maurice Papon ? D'abord, en fait, il a choisi beaucoup d'autres anciens collaborateurs. D'abord et avant tout, parce que l'objectif de Gaulle, c'était l'unité de la France. Il avait compris qu'il fallait absolument réunir les deux pôles, il fallait que toute la France soit résistante. Voilà. Et dans un premier temps, c'était ça qui était le plus important. Il y avait quelques têtes, les a choisis, et notamment, évidemment, Maréchal Pétain. Bon, ça, c'était flagrant. Donc, eux, ok, il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait, et il faut bien qu'ils soient responsables. Mais lui, ce qu'il a voulu, c'est que tous les Français, on le voit dans son discours, quand il est sur les Champs-Élysées à la libération de Paris, il dit que la France a été libérée par tous les Français. C'est ça. On ne doit rien à personne, c'est les Français. Alors, les Américains qui étaient là, les Russes par là-bas, enfin, tout ce qui s'est passé. Ça a été son œuvre. Oui, et il fallait réunir. De mettre la France dans le camp des vainqueurs, voilà. Et de réunir. Absolument.
et d'empêcher les Américains qui ne voulaient pas que la France soit dans le camp des vainqueurs et qui donc voulaient même prendre une certaine souveraineté sur le territoire très rapidement. Et donc, il a dû nommer très vite des préfets pour tout de suite rétablir la République. Et pour cela, il a pris aussi les préfets qui étaient sur place, ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là. Et donc, c'est dans un choix d'urgence de reconstruction de la France aussi qu'il a été mené par cette politique de réconciliation et de prise en compte de différentes personnalités qui sont avérées sulfureuses. Après, la question sur pourquoi ils sont restés en responsabilité aussi longtemps mériterait plus d'éléments et plus d'examens. Mais sa position, par exemple, pensé récemment face à des collaborationnistes dans le monde de la littérature comme Paul Morand ou qui sont des personnes qui l'ont déçu fortement. Il tenait à ce qu'il ne rentre pas. Finalement, il a lâché. Il a laissé rentrer à l'Académie française. Donc finalement, il lâchait toujours quand même. Mais au nom de l'unité nationale. Voilà, mais il ne leur pardonnait pas pour autant. Bon, en tout cas, il faut dire aussi, il faut se rappeler, parce que là, on est toujours dans une analyse qui est un peu anachronique. Parce que après la guerre, tout de suite après la guerre, et pendant des années, le sort des Juifs, ce qui leur était arrivé, ça n'était pas le souci de la majorité des gens, pour ne pas dire que c'était le souci de personne. Que d'ailleurs, les rescapés eux-mêmes ont essayé, ils disent, parce qu'on dit, ils n'ont pas parlé. Eux, ils disent, c'est pas vrai, on voulait parler, mais personne ne voulait nous écouter. Tout le monde avait envie d'être dans la liesse, la joie, ça va, on en avait ramassé pendant 5 ans, c'était la catastrophe. On voulait une France qui se reconstruit, on voulait être dans le positif, on voulait pas être dans des purges et dans des règlements de compte. Et donc, pendant des années, on s'est pas tellement occupé de qui avait fait quoi. On n'a pas été chercher non plus exactement qui avait fait quoi. Et dans tous les cas, savoir qui avait fait quoi aux Juifs, c'était pas le souci alors, pas de Gaulle, mais pas des autres non plus. Prochaine question. Alors j'ai pas mal de questions sur l'embargo, notamment David qui demande De Gaulle serait-il revenu sur l'embargo s'il était encore vivant et aux commandes en 1973 quand Israël s'est fait attaquer pendant la guerre de Kippour? Hey, parce que là aussi, alors c'est une question épineuse parce que là aussi Israël victime sur ce coup, dans une autre posture. Je veux pas répondre, mais je dis si tu veux répondre derrière, mais je ne veux pas répondre pour une raison toute simple, c'est que qu'aurait dit De Gaulle à d'autres moments, c'est quelque chose que beaucoup de gens pratiquent. Aurait-il fermé les librairies ? Voilà, aurait-il fermé les librairies, qu'aurait-il dit de tel ou tel sujet, et je trouve d'ailleurs qu'il y a une instrumentalisation politique du général De Gaulle, d'ailleurs par des gens de gauche comme par des gens de droite, qui lui font dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire. Donc je me garderai de faire cet exercice. Non, mais en effet, il faut pas répondre. La seule chose qu'on peut dire, c'est que oui, si c'est une question de l'image de victime, et si c'est ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'Israël allait se faire écraser en fait, puisqu'il y a eu un cessez-le-feu. Pour rappeler peut-être, il y a eu en 73, ça n'allait pas du tout. En fait, il y avait pas le matériel qu'il fallait, il y avait pas le matériel de rechange pour les chars et autres matériels militaires. Donc ça n'allait pas bien pour Israël. Et en effet, il y a eu l'accord d'un cessez-le-feu qui leur a permis de se réarmer. Peut-être que le général de Gaulle, oui, comme vous dites, à partir du moment où les autres sont dans la position d'être écrasés, peut-être, mais évidemment, on n'a aucune certitude. Allez, une dernière question. Alors, c'est Cécile qui dit qu'a priori, De Gaulle n'était pas antisémite. Pourtant, il s'est opposé à ce que les Juifs recouvrent la nationalité française en Algérie. Comment l'expliquez-vous ? On en a parlé dans la première partie, je crois. Une question qui est revenue pas mal de fois. Votre point de vue sur ce décalage. Je demande votre point de vue. À tarder à redonner la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Ce qui a fait surtout que ça a été tardé, que cette décision, que cette mise en place légitime de nouvelles législations qui annulaient les législations anti-juives en Algérie sont arrivées tardivement. D'abord parce que c'était pas le général de Gaulle qui était au pouvoir, parce qu'il y a eu d'autres Français au pouvoir, Darlan puis Giraud avant lui, qui eux ne l'ont pas du tout fait. Et lui, il l'a fait malgré tout assez rapidement. Et c'était plus pour des questions d'organisation administrative, politique, de souveraineté et de décision que la chose a tardé, plutôt que par indifférence ou par désir inverse. Donc je crois que c'est faire un faux procès que de vouloir croire qu'il y a quelque chose à interroger dans cette mesure tardive. Celui qui a, en Algérie, puis sur l'ensemble du territoire français,
abroger les lois anti-juives. On peut dire juste un mot, en effet, sur le fait que dans tous les cas, il y avait un lien entre... Enfin, il y avait pas mal de liens entre les gens qui étaient OAS et antisémites. Dans un premier temps, il y a des villes où il y avait des journaux antisémites, on l'oublie, en Algérie. Je ne parle pas de 40, même avant, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis du fait que les lois de Vichy ont été appliquées en Algérie. Les mêmes qui demandaient, dans tous les cas avant, je pense à la ville d'Oran, qui était spécifiquement un creuset de forces antisémites, qui demandaient à ce que on enlève cette nationalité aux Juifs, avant même qu'il y ait eu cette idée par Vichy. Donc ces gens-là, a priori, étaient plutôt des ennemis très déclarés du général de Gaulle. Donc il n'y a pas eu à ce moment-là, je pense, de convergence, non. Est-ce qu'on a une dernière question, Fabienne ? Oui, Yves qui demande si De Gaulle n'a pas finalement lâché Israël pour un embargo sévère pour des raisons en fait de pure économie, et il cite en fait le pétrole comme un moteur puissant de la position de De Gaulle pro-arabe. Donc il demande la position de nos invités sur cette question économique. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quelqu'un a répondu là-dessus, je crois que c'est Frédéric Dufour. De Gaulle, dans tous les cas, ce qu'il cherchait, c'est l'intérêt de la France. Oui, c'est vrai, il cherchait l'intérêt de la France. Mais au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on demande à chaque dirigeant de son pays, c'est de mettre l'intérêt de son pays avant tout le reste. Alors, qu'il y ait certains intérêts, et puis cette question du pétrole, un peu prématurée, là, je pense, à ce moment-là. Mais peut-être qu'il avait en effet une vision là-dessus. Oui, dans tous les cas, il ne voulait pas se mettre à dos les pays arabes. C'était pas l'objectif pour toutes sortes de questions, bien sûr, économiques, le pétrole aussi. Donc lui, dans l'absolu, ce dont on a la sensation, c'est que s'il pouvait ménager la chèvre et le chou, c'était mieux. Donc s'il fallait donner à droite, à gauche, c'était toujours mieux. Non, mais je crois par ailleurs que la position de la communauté juive à ce moment-là n'était pas tellement... le reproche ne portait pas tellement sur la politique internationale du général de Gaulle, même si elle était de fait plutôt pro-arabe et que ça a été un tournant, mais c'était beaucoup plus sur cette phrase-là, cette phrase malheureuse et maladroite qu'on lui en voulait. C'était pas du tout dans son rapport à Israël, et je pense que la communauté juive, et en tout cas une partie des institutions juives de l'époque aurait préféré qu'il soit plus pro-israélien qu'il ne l'était, mais le reproche et la foudre que cela a créé était beaucoup plus sur la phrase sur le peuple juif. Et ça n'a pas empêché la synagogue de la Victoire d'être pleine le 12 novembre pour un hommage rendu par la communauté juive. Vous l'expliquez dans votre livre. Oui, ils sont venus, ils étaient là. C'est étonnant quand même de faire un office le jour même de l'enterrement, alors qu'il y a l'enterrement à Colombey, qu'il y a Notre-Dame, donc la messe qu'on sait. Eh bien, la Victoire tient à faire un office, c'est particulier, et il y a tous les dirigeants communautaires. Donc il n'y a pas ceux qui font la tête entre guillemets et qui disent non, ça on viendra pas. Ben Gurion va se rendre justement à la synagogue de la Victoire pour cet hommage, et je crois que en effet je rejoins ce qu'a dit Jonathan. Il y a quelque chose d'affectif, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui s'est passé entre De Gaulle et les Juifs, de même que Ben Gurion, quand on lit la lettre qu'il lui a écrite après qu'il ait dit cette phrase, non pas celle qu'il lui a écrite quand il a reçu ses mémoires le jour de la mort, il fait c'est très long, c'est une très longue lettre. Il fait un plaidoyer pour l'existence d'Israël, mais surtout, il veut lui expliquer. En fait, il est dans une démarche pédagogique. On pourrait prendre cette lettre aujourd'hui et vraiment s'en servir partout. Elle est très actuelle, malheureusement. Lui, il est là, il se sent pas reconnu. Il veut qu'une justice soit faite, qu'on reconnaisse que Israël n'a pas renoncé à ses valeurs, que ce qu'on veut, c'est vraiment un pays. Il explique tout ça, que c'était très dur, qu'il fallait un pays, et que non, il n'a pas volé, mais qu'en même temps... Enfin, tout ça, là. Et on sent vraiment qu'il y a de l'affect, comme il y a de l'affect aussi dans le livre de Raymond Aron, enfin, d'Aron, vraiment. Quand il dit que De Gaulle a trahi, il dit, mais comment? Il s'adresse d'ailleurs avec l'emphase de l'époque. Mais comment, alors que nous étions tellement, à vos côtés? C'était le libérateur, donc pour les Juifs, c'est quand même celui qui a empêché les nazis. Donc, il y avait quelque chose de très fort qui se passait. Et tout d'un coup, là, c'est comme s'il y avait un ami
qui vous a qui vous a trahi. Et c'est ça, je crois, beaucoup plus que la question de la politique objective à ce moment-là qui fait réagir les gens. Allez, la vraie dernière question de cette Alors, conférence. de nombreuses personnes demandent à nos invités, est-ce que, selon eux, il y a une personnalité dans le monde aujourd'hui qui ressemble à De Gaulle ou qui peut être comparée à De Gaulle, et pourquoi, en fait, aujourd'hui, enfin, sinon, dans la négative, pourquoi aujourd'hui on n'a pas de personnalité qui ressemble ou qui ont la carrure de De Gaulle? Très compliqué comme question. Mais c'est une belle question quand même. On va peut-être commencer. Il est vrai qu'on peut dire que c'est et avec Ben Gurion, c'était les derniers géants du siècle. Et donc, on pourrait comparer à d'autres géants du siècle, comme l'était Churchill. Donc, il y a eu des grands noms, des grandes personnalités politiques, mais qui n'ont pu se révéler que lorsque une crise forte se manifeste, que lorsque le besoin s'en fait ressentir, à la fondation d'un État, la lutte contre l'occupation ou la domination pour un autre. Donc c'est à ce moment-là que des personnalités peuvent se révéler. Il faut pour avoir des grandes personnalités que l'histoire leur donne l'occasion de se manifester, de s'exprimer. Donc c'est pourquoi il est difficile de faire des comparaisons avec aujourd'hui, même si le monde est toujours traversé de très grandes crises. On pense au dernier géant du siècle qui, pour moi, nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais de manière beaucoup plus rapprochée de fait, c'est Nelson Mandela, quelqu'un qui, à la fois, qui compte encore, qui occupe encore l'imaginaire collectif de son pays. C'est peut-être en réalité donc du coup le premier et le dernier géant du XXIe siècle. Peut-être qu'il y a la notion de libérateur, déjà, qu'évoque en fait Jonathan. C'est-à-dire que oui, il faut pouvoir libérer, mais il y aurait certainement de quoi libérer. Mais par ailleurs, aujourd'hui, on va dire que les gens ne sont plus construits de la même manière, malgré tout. Et on voit bien qu'il y a quand même, il faut le dire, une crise de leaders. Il y a des leaders qui ont une forte personnalité, mais qui ne font pas vraiment l'unanimité. Quoique De Gaulle ne la faisait pas non plus de son temps. Hein. Donc il y avait quand même... Oui, on a peu parlé de ses ennemis, mais ils étaient nombreux. On a peu parlé. Alors, il y avait des ennemis, mais il avait aussi, à un moment donné, des mouvements de rue, n'est-ce pas? Je m'appelais mai 68. Oui, une lassitude aussi. Voilà, et il y avait des gens qui en avaient marre et qui disaient qu'il fallait qu'ils s'en aillent, mais ça reste tout le temps ambivalent, puisque à côté de ça, il remporte les législatives et il y a 1 million de gens qui manifestent sur les Champs-Élysées. Donc, il y a quelque chose de charismatique dans ce personnage. Je vais dire que il y avait pas, alors peut-être qu'on va peut-être pas comprendre, mais je vais expliquer. Il y avait pas Facebook, il y avait pas Twitter, il y avait pas les shows à la télévision dans lesquels de reprises, enfin quand même aux États-Unis, il y a au moins deux présidents qui étaient soit acteurs, soit au milieu d'un show télévisé. On se jouait pas de la même manière. Il y avait une stature, il fallait garder en fait la fonction qui venait ou peut-être qui était peut-être hérité aussi d'une question un peu monarchique, hein, puisque on dit souvent de Gaulle que c'était le dernier roi de France. Donc je crois qu'il y avait aussi une exigence, une forme d'exigence de tous ces personnages en fait, parce que Mandela il est quand même resté des années en prison, il n'a pas renoncé à ses idéaux, il s'est jamais fait acheter. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'aujourd'hui tout est beaucoup plus... ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup. Ne pas avoir profité de. Absolument. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus flou, tout est beaucoup plus gris, confus. On s'aperçoit que finalement, des chefs d'État peuvent rester alors que on les soupçonne de corruption, même si d'ailleurs on les soupçonne pas ou qu'on soupçonne qu'ils aient fait. Enfin, c'est pas les valeurs, la manière dont certains chefs d'État s'expriment. N'est-ce pas ça n'a rien à voir. On va dire qu'ils gardent pas la tenue. Donc l'époque ne permet plus les géants. En tout cas, non, je ne sais pas. On rentre trop aussi par ailleurs dans l'intimité des uns et des autres. La vie intime, la manière de s'afficher, tout ça, ça a changé. Il n'était pas très à l'aise avec ses photos. Voilà. Et puis sa femme, on n'a jamais entendu le son de sa voix en public. Donc tout ça sont des choses. Vous voyez, on lavait pas le linge sale en public aussi. Donc on préservait une certaine fonction qui gardait à la position d'autorité et à l'image d'autorité quelque chose une aura, on va dire. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Judith Cohen-Solal, Jonathan Ayoud d'être venus. Alors je rappelle votre livre remarquable, Les adieux au général, que vraiment j'ai lu en
très peu de temps parce qu'il est vraiment passionnant et on apprend énormément de choses. Donc je vous le conseille vivement. Vous avez la possibilité de vous procurer tous les livres dont on a parlé ce soir, donc en cliquant sur les liens qui sont apparus sur l'écran. Elle vous renvoie sur le site de lalibrairie.com. Ce sont des libraires français, indépendants, qui seront donc contents d'avoir vos commandes en click et collect, comme on dit maintenant, donc dans cette période un petit peu difficile pour eux. Et vraiment, je vous conseille votre livre et même les livres de nos précédents invités, Frédéric Naudufour et Henri Guénaud, pour tout savoir, parce que il y a énormément d'aspects pour bien comprendre qui était le général de Gaulle. J'espère en tout cas qu'on vous a aidé ce soir avec le FSJU à comprendre un petit peu la personnalité du général et puis son rapport donc avec la communauté juive et Israël. C'était passionnant. Merci à tous les deux et merci donc à nos invités. Merci Fabienne, et puis très bonne soirée à toutes et à tous, et puis à bientôt sur RCJ ou pour d'autres conférences, on espère en présentiel dans une salle sans masque dans un monde parfait. Cela arrivera bien un jour. Voilà, bonsoir.